je dirais, pistes pour leur traitement. J'ai traité mes résultats, je dois les analyser, les interpréter pour pouvoir en tirer le maximum. Ça, c'est la partie résultat. Mais j'insiste sur un point. Dans la partie résultat, dans une thèse de doctorat, à la différence parfois des articles, c'est que quand on fait la partie résultat, on ne fait que la lecture des résultats. Je dois faire une lecture, puisque je les ai traités, je les ai visualisés, je dois faire une lecture de mes résultats, quand il s'agit d'une évolution par rapport au climat, une évolution par rapport à un métal et la température, l'évolution d'une population donnée par rapport à une maladie. Donc je dois, en quelque sorte, lire je dirais, l'image qui sort de l'interprétation donnée par mes résultats. Ensuite, je passe à la partie discussion. La partie discussion, je dirais, elle demande plus de réflexion et plus je dirais, d'attention, tout en se connectant avec sa problématique, mais aussi en se connectant avec ce qu'on a lu dans la biblio. Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses, les mêmes tendances? Est-ce que c'est opposé? Est-ce que je sors avec des résultats nouveaux pour la première fois? Moi, j'insiste sur ce point pour les jeunes doctorants. Il ne faut pas croire que vous n'avez pas la possibilité d'émerger. L'innovation, elle émerge de la tête des jeunes. L'innovation, elle émerge de la tête des jeunes. Un jeune qui fait son doctorat avec beaucoup de volonté, beaucoup de sérieux, il peut vraiment aboutir à des choses qui peuvent parfois révolutionner. Mais à mon sens, ça demande un sérieux, ça demande vraiment d'être, je dirais, de vivre avec son sujet. On ne fait pas une thèse de doctorat comme on prépare un simple exposé. Une thèse de doctorat, c'est déjà une responsabilité scientifique. Donc tout ce que nous le faisons, nous devons le faire avec la rigueur et la norme scientifique. Et si elle est bien faite, déjà, elle vous prépare à la publication ou aux publications. Bien sûr, dans la partie conclusion, il faut rappeler un peu la problématique. Légèrement, s'il y a des méthodes très pointues ou des méthodes originales que vous avez utilisées, et surtout, ressouligner les résultats les plus forts, les résultats originaux, et n'oubliez jamais leur intérêt, leur utilité. Ça c'est primordial, et donnez toujours les perspectives de recherche parce que c'est un élément qui va susciter chez votre récepteur, c'est-à-dire votre lecteur, je dirais, la curiosité pour vous relire encore une fois dans l'avenir. Ça me paraît essentiel. Bien sûr, il y a la partie référence bibliographique. Je vais lui accorder un peu plus de temps parce qu'elle est essentielle, et une conclusion, et un résumé qu'on met au dos du document. Le résumé, c'est un guide aussi qui fait gagner le temps pour vos lecteurs qui viennent en biblio. Celui qui est perdu, qui n'a pas d'accès à Internet, il peut aller dans une bibliothèque, il trouve le résumé derrière, ça lui permet d'avoir déjà une idée, je dirais, générale sur le travail que comporte ce document. La suite. Mais dans tout travail, il y a des petites variations. J'ai donné le principe global, mais une thèse où il y a un travail consistant, où il y a eu des expériences très lourdes, très importantes, où il y a eu des résultats forts, intéressants, elle peut déjà être rédigée sous forme de plusieurs articles, c'est-à-dire avec chaque chapitre, avec son introduction, ses références bibliographiques très importantes, son matériel et méthode, sa discussion, enfin ses résultats et la discussion. Mais en aucun cas, vous seriez dispensé de faire une analyse et une synthèse globale pour la discussion générale à la fin. C'est toujours le même principe, c'est le principe IMRADE, introduction, matériel et méthode, enfin la démarche, les résultats et la conclusion. Mais on peut toujours apporter des petites variantes selon la nature du sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi selon la consistance du travail. Une thèse, elle peut être faite vraiment... c'est pas le nombre de pages, c'est pas la longueur du texte, mais c'est vraiment sa structuration et
je dirais, son écoulement au fil des chapitres, qui est important. Bien sûr, pour les articles, il faut toujours aller vers les revues que vous ciblez et voir un peu ce qu'ils... Les principes de base sont les mêmes un peu partout, qui conditionnent d'ailleurs le travail de doctorat, mais selon les revues, vous avez des petites variantes, donc le conseil que l'on peut donner, c'est chaque revue, regardez ses conseils aux auteurs, ses référis, avoir un peu une idée sur ce qu'il fait, comment on le fait. D'ailleurs, déjà, la recherche bibliographique, je suis obligée de vous dire que j'ai eu un oubli tout à l'heure. Elle vous informe sur le sujet, mais elle vous forme. La recherche bibliographique, elle vous informe sur l'état d'avancement, mais elle vous forme par rapport à la rédaction, par rapport à comment se comporter avec ses résultats. La suite, s'il vous plaît. Mais il y a une partie à laquelle on a voulu accorder un intérêt particulier, c'est la rédaction de la biblio et surtout de la liste des références bibliographiques. On a dit, et je le répète ici, tout travail scientifique nécessite un effort particulier au niveau de la bibliographie. Ça vous apporte les informations sur les dernières avancées sur le sujet. Ça vous évite de répéter les mêmes expériences, les mêmes travaux. Ça vous fait gagner du temps et des moyens. Surtout aujourd'hui, nous, on a les moyens limités. Nous devons tout réfléchir. Même nous, scientifiques, nous devons réfléchir à mener et à conduire nos expériences de façon économique. Je donne un exemple. Il y a un groupe d'étudiants ou de chercheurs en doctorat qui veulent aller sur le terrain. On ne peut plus se permettre de dire pour chaque étudiant ou chaque chercheur, prenez un véhicule, un chauffeur. C'est insensé. Déjà, même en temps normal, c'est insensé. Mais aujourd'hui, par les temps qui courent, nous devons nous habituer à cette réflexion économique. Bien sûr, je ne vais pas répéter l'utilité des fiches, qu'elles soient sur micro ou sur papier. Les gens de ma génération n'avaient pas les mêmes facilités. On avait travaillé sur les fiches cartonnées, mais elles étaient très utiles et on n'oublie jamais nos enseignants qui nous ont appris, ils ont mis l'accent sur l'utilité de ces fiches. Mais vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous avez plus de facilité avec les outils de communication et en plus vous êtes très bon dans la communication numérique en tout cas par rapport à moi. Et ça vous servira et ça vous facilitera la tâche. Bien sûr, vous allez me dire comment je commence ma rédaction. La rédaction, elle débute au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez. J'ai fait une bonne partie de ma biblio, j'ai fait mes fiches, je dois déjà commencer parce que ça vous permet de déblayer le terrain. Et plus vous rédigez, je vous donne un conseil pour les jeunes doctorants. Même moi, à mon âge, quand j'écris même un simple courrier, souvent je ne l'écris pas du premier coup bien. Mais le fait d'avoir pris mon stylo ou le micro et d'avoir fait quelques phrases, c'est déjà la rédaction, elle est déjà lancée. Donc ne pas hésiter à écrire à chaque fois que vous avancez, parce que si vous laissez à la fin, vous allez être noyé. Et si vous ne portez pas vos références exactement dès le départ, vous n'allez jamais les retrouver. Donc il faut une certaine organisation soi-même. Avant de dire l'encadreur, l'université, le centre, madame la directrice, il faut d'abord travailler sur soi, être organisé, être maître de son temps, de son travail, de ses moyens, et ensuite, s'il y a des faiblesses qui émanent des autres, je suis sûre que vous arriverez à mieux les dépasser. Mais l'étudiant, le doctorant qui lui-même ne gère pas son temps, ne gère pas son sujet, n'a pas compris sa problématique, on a beau lui étaler tout, il ne fera pas, à mon avis, très bien son travail, ou yitab, même s'il fera quelque chose, yitab. Bien sûr, vous donnez la suite, revenez en arrière. Ma'lish, on peut pour le gagner du temps. Mais la partie qui me paraît, je dirais, importante, parce que souvent il y a des jeunes qui nous interpellent là-dessus, c'est comment reporter ces références bibliographiques. Il y a une façon de les écrire dans le texte, mais il y a une liste qui doit être répertoriée à la fin de chaque travail scientifique. Dans le texte, c'est simple. Si je commence, j'ai dû mettre un exemple, voilà, selon Aïdou Daïnouch,
Si je commence par les auteurs, ma phrase, et ensuite je donne ce qu'ils ont émis comme résultat ou comme conclusion, je mets uniquement la date de leur publication entre parenthèses. Si je commence par leur idée, leur résultat, et je les mets à la fin, c'est mon auteur, mes auteurs, et la date qui sont entre parenthèses. Cette harmonie est très importante. La suite, si un article est porté par les mêmes auteurs, en cas d'article par la même année, les mêmes auteurs, c'est important. Souvent, je vois chez les jeunes, ils n'arrivent pas à les reporter. J'ai les mêmes auteurs, voilà, le même auteur qui publie la même année. Ma'alish, des revues différentes, voilà, les mêmes revues. Mais pour que le lecteur s'y retrouve, même il interact hafdhom, mais pour que le lecteur, ton récepteur s'y retrouve, il faut mettre des petites lettres d'alphabet, A et B, qui accompagnent dans le texte, mais qui ressortent aussi ensuite dans la liste des références. Ça, c'est important. Cas d'un article, j'ai donné quelques cas un peu pour faciliter le repérage. Un auteur cité par un autre. Un auteur, مثلا, M. Belbachir, M. Belbachir 2010, in Belhamra 2017. نقول لكم في الحقيقة, c'est pas très bien vu de dire in. واللي كثر منها في الميموار تاعو, ça veut dire ça reflète qu'il n'a pas fait l'effort d'aller à la source de l'information. نكون واضحة. C'est pas très bien vu. Qui تعود une fois dans le texte pour un résultat vraiment essentiel, voilà, une information capitale pour votre sujet, وما لقيتوش هذيك la référence, تعقب. بصح إذا كان غير لقيت هذه نقرأ un seul document ولا deux documents ونبدأ in, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort de recherche bibliographique. هذه مهمة جدا. ماذا بكم تجتنبوا هذه in إلا للضرورة القصوى. Allez-y. On est toujours dans la liste. Mais le plus important, c'est que par rapport au texte et à la liste des références, le texte, tout ce qui est cité dans le texte doit se retrouver en référence bibliographique. Tout à l'heure, j'ai dit, le dernier exemple, j'ai dit Fulan in. Dans mon texte, je mets Fulan in. Mais dans ma référence, ça va être celui qui a fait le travail qui va émerger, qui va être visualisé. Parce que c'est la source d'origine. Bien sûr, le cas le plus fréquent, c'est les revues. On a pris vraiment, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on a pris 2 ou 3 revues. Et ce n'est pas pour faire de la publicité à la revue du Centre, parce que c'est le dernier numéro, et c'est le numéro qui a été consacré aux canicules. Et je voudrais que les jeunes profitent de l'affiche qu'on a amenée pour distribuer, pour se protéger et s'adapter, parce que c'est eux qui sont appelés à vivre plus longtemps que nous par rapport aux canicules. Bien sûr, c'est des trucs très simples. Je mets le nom de mon auteur, je mets les initiales de son prénom, le titre de mon article, la revue, elle doit être bien. Son volume, son numéro, les dates, plutôt les pages que j'ai consultées dans cette revue, tout doit figurer. Pourquoi? Il faut vous mettre dans la tête que les références, quand elles ont été exigées dans le monde scientifique, ce n'est pas pour embêter les scientifiques. C'est pour faciliter la continuité et la communication entre scientifiques. Et dites-vous que si vous mettez une référence erronée, c'est comme si quelqu'un vous arrête à Béjaïa. Il vous demande une adresse et vous lui donnez l'adresse fausse. C'est la même chose. Donc, votre lecteur, il faut faire l'effort de lui donner l'adresse la plus complète et la plus juste. Bien sûr, il y a plusieurs exemples, un seul auteur, plusieurs auteurs. On passe à d'autres cas. S'il vous plaît, M. Belhamra. Cas d'article pareil la même année, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure dans le texte. Voilà 2 exemples. Un avec le même auteur, la même année. Donc, on a adopté A et B. Ils vont figurer dans le texte et dans la référence bibliographique. Si je ne fais pas figurer le A dans le texte, qui va comprendre que c'est tel ou tel article? Donc, il faut être précis dans les indications. La même chose si vous avez un article avec plusieurs auteurs et sur des revues différentes, c'est le même principe qui s'applique. Suite,
le cas d'un ouvrage. La différence entre l'ouvrage, je dirais, le principal et la revue, c'est que l'ouvrage, il faut toujours penser d'abord au nombre total de pages. Je mets l'auteur ou les auteurs, si c'est un ouvrage en entier avec un auteur ou plusieurs auteurs. Je donne le titre. Parfois, on conseille même de souligner le titre d'un ouvrage. Je donne, ce qui est important, la maison d'édition. La maison d'édition et le nombre total des pages. Le nombre total des pages. Par contre, si j'ai un ouvrage qui est en quelque sorte conduit ou élaboré sous forme presque de plusieurs articles, donc plusieurs auteurs, plusieurs chapitres, donc je vais dire tel auteur, le livre. Mais à la différence de tout à l'heure, j'ai l'origine, cette fois-ci. J'ai la source du livre. Donc que les jeunes fassent bien la part des choses et la différence. Je pense que mes collègues d'ailleurs du service de documentation, ils ont eu l'amabilité de vous mettre quelques exemples de revues et de livres justement de différentes disciplines. Parce que là, aujourd'hui, on devrait tous faire, les intervenants, essayer de faire abstraction de nos profils. Même si de nature, on a tous une faiblesse et un penchant vers notre profil, et on a essayé d'être vraiment au service de toutes les disciplines des jeunes qui sont aujourd'hui parmi nous. Voilà, vous avez des exemples en français, en anglais, en arabe. L'ouvrage, le même principe, c'est ce que je venais d'expliquer. La suite, s'il vous plaît. Un article dans un ouvrage collectif, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc, à la différence d'un article où vous n'avez pas été à la source, ici, vous avez la source. Donc, on ne va pas vous faire le reproche. Par contre, c'est parce que les fois, non. Et j'ai vu des cas où on consulte 2-3 articles et on met in. Ça ne fait pas sérieux. Et puis, le monde évolue très vite. Suite, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de choses online. Et d'ailleurs, la chance que vous avez par rapport aux gens de ma génération, c'est SNDL et toute l'information qui nous tombe. Même parfois, il faut faire attention, il faut vraiment choisir et sélectionner ce qu'on prend. Parce qu'il y a article et article, revue et revue, document et document. Il faut être vraiment, faire attention et puis repérer le travail fait selon la rigueur. Il ne suffit pas de publier pour publier. Il vaut mieux faire un seul ou 2 documents dans sa vie, mais qui soient bien faits. Parce que, à la différence de la communication orale, on peut vous oublier, mais un écrit vous suivra toute la vie. Voilà, je vais aller vers la conclusion. J'espère que je n'ai pas abusé du temps. Mais pour la conclusion, avant de la donner, je crois qu'on vous a distribué quelques bouts de papier, deux couleurs, blanc et marron. On se soumet à votre appréciation. La seule chose que je vous demande, si vous voulez bien, à la fin, après la conclusion, c'est de nous remettre une couleur. La couleur blanche pour les gens qui ont trouvé que notre communication et notre message, ou au pluriel ou au singulier, ont été bien interceptés, moyennement interceptés. Une seule couleur pour ne pas compliquer. Vous ne mettez ni non ni rien. Vous remettez juste la couleur. Ceux qui trouvaient qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'ils remettent la deuxième couleur ou qu'ils remettent rien, on fera les conclusions. Mais ce n'est pas, je dirais, le plus important. Le plus important, c'est la conclusion que je vais donner. Avant de se lancer dans la rédaction, qui doit être progressive, premier point, je ne travaille jamais sur quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je répète à mon encadreur, ما فهمتش يا شيخ ما فهمتش يا أستاذ مازال ما رويتش هذا الموضوع ماهوش متقبله عقلي. Je discute avec mes collègues, avec mes professeurs, mais il faut partir, c'est un peu comme celui qui va faire une course, fait les Jeux Olympiques. Si déjà au départ il est mal positionné, il va trébucher. Donc il faut dès le départ connaître sa problématique et y mettre les conditions idoines pour la mener à bon port. Je vais à ma biblio, mais ma biblio, elle va m'orienter, elle va me former, elle va m'informer, elle va m'aider, me guider dans mes protocoles, mais ça ne veut pas dire que mes protocoles doivent être figés et suivre un tel et un tel. Je peux apporter de l'innovation. Je peux apporter des nouveautés même à la science. Et ça, les jeunes, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi. Le deuxième point, très important, une fois que j'avance dans ma recherche bibliographique, j'entame mon expérimentation et ma démarche. Mais mes protocoles
doivent être adaptés à ma problématique. Michel, je travaille sur un domaine où je fais un protocole qui est adapté plutôt aux chimistes et pas du tout aux physiciens ou aux mathématiciens. Donc il faut vraiment être dès le départ dans les bons couloirs de sa recherche. Et je commence ma rédaction au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Le point sur lequel je voudrais conclure, c'est la maîtrise du temps. C'est la gestion de son temps. On a beau avoir un encadreur très fort, très sérieux, très présent, tout ça, si vous ne gérez pas votre temps, vous n'irez pas très vite et vous allez vraiment peiner pour mener. Vous pouvez facilement dépasser vos camarades si vous arrivez à gérer votre temps. Répartissez votre temps et n'hésitez surtout pas à communiquer, à demander, à questionner et à vous questionner aussi. Souvent, on s'oublie, même moi je m'oublie, je questionne mes collègues, mais j'oublie de me questionner. Or, la première des choses, si on veut être bien intercepté, est-ce qu'on a mis toutes les voies, tous les moyens? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on est à l'écoute? Ça, c'est très important. Parce que c'est ces points-là que je voulais laisser en vous par rapport à notre intervention. C'est vraiment, quel que soit le mode de communication, qu'il soit sous forme, je dirais, d'audiovisuel, qu'il soit oral, comme je le fais là, qu'il soit écrit, quel que soit le mode, la communication, elle doit primer. Je vous remercie et on est là pour vous écouter, essayer de répondre à vos préoccupations. Mais je tiens à dire à tous les jeunes, ceux qui travaillent proches du centre de recherche sur les régions arides, c'est un centre, d'ailleurs les chercheurs, ils sont tous jeunes. C'est moi la grand-mère. Donc vous allez vous adapter si vous avez des sujets proches, si vous voulez aller au laboratoire, si vous voulez faire de l'expérimentation dans nos stations, on est très ouverts et on est là pour vous aider et vous accompagner. Merci encore une fois.